Bonsoir à tous, bienvenue dans votre 19h. L'actualité ce mardi, largement dominée par la grève générale contre la violence, mouvement reconductible lancé par l'intersyndicale avec le soutien ce matin de la société civile. Le point au cours de cette édition, juste après les titres de votre JTM. La grève générale a bel et bien débuté ce matin à l'appel de deux intersyndicales. Face à la violence, les différentes organisations syndicales du territoire ont décidé de prendre les choses en main. Et si pour l'heure la mobilisation massive n'est pas encore au rendez-vous, les syndicats comptent poursuivre leur mouvement jusqu'à obtenir gain de cause et explication. Ce matin, les plus nombreux à se mobiliser n'étaient pas forcément ceux que l'on croit. En effet, en marge des syndicats, la grève générale a été marquée par une forte mobilisation citoyenne. Tous ont défilé sans bannière en prônant une cause, le retour de la paix sociale à Mayotte. Reportage. L'Agence de développement et d'innovation de Mayotte vient de lancer sa mission Attractivité. Objectif, fédérer les acteurs afin de structurer et d'élaborer une stratégie opérationnelle pour rendre Mayotte plus attractive. Toutes les explications à la fin de votre journal. À la une ce soir, comme annoncé, la grogne populaire qui monte à Mayotte ce mardi. L'intersyndicale a appelé à manifester contre la violence présente au sein des établissements scolaires et dans l'ensemble du territoire. Début de mobilisation plutôt encourageant puisque la foule était bien présente au départ du cortège Place de la République à Mamoudzou. Près de 1000 personnes pour les autorités, plus de 2500 manifestants d'après les organisateurs, avec comme message à faire passer la sécurité pour tous. Pierre Bellucci, Elodie Tsaraloha et Leslie Vimenet. 1000 selon la police, 2500 selon les organisateurs. Quel que soit le chiffre exact, il y avait bel et bien des centaines de personnes dans les rues de Mamoudzou ce matin. Pour les syndicats à l'origine de la grève, si la mobilisation reste insuffisante, le mouvement est sur les rails. C'est encore une toute petite démonstration de force, mais le reste est à venir demain et après-demain. C'est la grève générale, donc il faut s'y attendre à voir beaucoup de gens. Mais là, je pense que ce n'est pas le maximum qu'on peut donner, c'est un peu le minimum. Parce qu'il y a eu pas mal de décès dans les villages, donc il y a beaucoup de camarades qui ont été retenus. Mais il faut croire que la thématique de la sécurité, c'est quelque chose de très important que nous tous aujourd'hui nous sommes mobilisés pour que le gouvernement mette enfin les moyens dans notre département pour qu'il n'y ait plus d'insécurité, pour qu'on ait enfin la paix sociale dans ce département. Parti de la place de la République, le cortège est passé devant la mairie du chef-lieu, le conseil départemental et s'est arrêté devant le service immigration de la préfecture. En effet, les syndicats souhaitent que l'État agisse pour régler les problèmes de violence. Là aujourd'hui on dit stop, on appelle au secours à l'État, on appelle au secours aux élus, on appelle au secours aux parlementaires, on appelle au secours à la population mahoraise. Il est temps qu'aujourd'hui nous prenions notre décision et qu'on soit déterminés de cette situation. Il y en a marre. On ne va plus se laisser faire comme auparavant, que tous les jours on est subi, on est victime de tous les jours. C'est fini ça. Les Mahorais ont pris les choses à deux mains. Prendre les choses en main, c'est également ce qu'a décidé le syndicat Alliance Police CFE-CGC. En effet, des policiers étaient présents lors de la manifestation afin de réclamer des moyens supplémentaires permettant d'assurer la sécurité de la population. On a un vrai message de soutien, la population nous soutient, encourage mes collègues à continuer le combat contre la délinquance et nous sommes ici pour manifester aussi notre soutien à la population et donc vraiment concourir à cette sécurité. Mais moi je suis ici pour dire que mes collègues en ont ras-le-bol, que mes collègues attendent une vraie reconnaissance. Nous attendons une modernité de la police nationale avec des moyens techniques adaptés à les réalités sociales que nous subissons au quotidien, à cette délinquance qui se radicalise par la violence. Et donc nous sommes ici pour dire qu'il faut aider la police à faire son travail dans les meilleures conditions qu'il soit donné. Après cette première journée de mobilisation, les syndicats sont très clairs. La grève est partie
pour durer. J'appelle à la population de se mobiliser encore massivement, vraiment comme il faudrait, comme on devrait l'avoir demain matin, Inch'Allah. On reviendra le temps qu'il faut, jusqu'à ce que le gouvernement comprenne que nous en avons marre de vivre cette situation d'insécurité. Nous voulons la paix ici à Mayotte. On ne veut pas que ça dégénère. C'est pourquoi aujourd'hui, nous nous révoltons et nous voulons à ce que le gouvernement entende notre cri d'alarme. Être entendu, voilà ce que souhaitent les syndicats qui sont d'ores et déjà prêts à remettre le couvert demain matin. Une mobilisation générale marquée également par la forte présence des citoyens, des pères et mères de famille aujourd'hui usés par cette situation de crise et clairement déterminés à le crier haut et fort. Reportage Elodie Taraloha. Des familles désormais et plus que jamais au premier rang pour combattre l'insécurité. Face au phénomène de violence rencontré au quotidien dans l'île, les Mahorais lancent une fois de plus un cri du cœur. Wasirlemewa wana watu timbuzi abo wasijotsinzwa wana watu tinyombe abo wasijotsinzwa waskar sulima abo walikuwa lipinga upanga likuwa lipingwa chombo likuwa lipingwa mesu wasirlemewa roya tutsuruoza basi bwa tina utungu na maore tina utungu mana zo monsieur ba mana sfanya na weni mtitina zenamdere zo wazifanya tarandata parabani ya muda baba mavuna de yani ripaswe bisu zatu rutambishiwe riboshwe saki zatu portmone na zangina maore yambali yesaramba riswaf safte wa maore konyomosho hedza lulu narkebani leo rikebani meso rikebani badameso atapakar pare mouvement. Des citoyens à la recherche d'une paix sociale, à la recherche d'une sécurité définitive, à la recherche tout simplement d'une véritable justice. Et le coupable de cette situation de crise est tout trouvé, l'État pointé du doigt pour son manque d'écoute et de soutien. La question que je me pose, est-ce qu'il faut d'abord qu'il y ait du sang qui coule pour que l'État français intervienne? Ça c'est ma question. Et le procureur, qu'est-ce qu'il fait le procureur ici? Le procureur il est là à protéger ses petits pendant que nous, on est encore toujours en difficulté. Il nous met en difficulté nous, le procureur. Ils ont fait du mal à nos enfants, à nos écoles. Ils ont scolarisé les voyous, tout ce qui est arrivé. Ils l'ont fait exprès. Eh bien, je souhaite à bon Dieu que tout le mal qu'ils ont fait à nos enfants, ça revient à leurs enfants, à eux. Inch'Allah. Et je sais très bien qu'ils ne croient pas en Dieu, mais qu'ils croient à la nature. Quand il y a un aller, il y a un retour. Et la roue tourne. Pour le collectif des citoyens de Mayotte, le succès est clairement au rendez-vous. Une première démonstration à renforcer dans les jours à venir pour une population aujourd'hui en froid avec le représentant de l'État du 101e département. C'est vraiment une réussite, hein. Franchement, nous on ne s'attendait pas à ça, mais là franchement bravo les Mahorais, bravo les Mahorais. Nous ce qu'on veut, c'est le ministre de l'Intérieur, on attend l'arrivée du ministre de l'Intérieur pour négocier, pour pouvoir discuter avec lui, on ne veut plus du préfet, discuter avec le préfet. On a maintes fois fait des discussions avec monsieur le préfet, monsieur Vaux, mais je crois qu'on n'a pas eu vraiment les doléances qu'on lui a demandées. Surtout c'était la doléance. Les Mahorais ne veulent pas grand-chose, c'est la sécurité de toutes les Mahorais. Des citoyens donc au point de non-retour qui, pour obtenir satisfaction, promettent d'ores et déjà de maintenir la pression, à commencer par une nouvelle grande manifestation ce mercredi. Au chapitre politique, en quelques mois, Ramlati Ali est passé par toutes les émotions. La joie d'abord avec une victoire aux élections législatives proclamée par la préfecture le 19 juin dernier. La déception ensuite le 19 janvier dernier lorsque le Conseil constitutionnel a décidé d'annuler son élection. Le désarroi enfin, il y a de cela une semaine, lorsqu'elle a été mise en examen et placée sous contrôle judiciaire pour une affaire de fausse procuration. Toujours candidate à la dépustation, c'est désormais en candidate libre qu'elle se présente devant les électeurs de la première circonscription de Mayotte. Extrait de votre émission Temps de parole de ce mardi. Je peux vous dire que c'est violent. En tant que femme, j'ai la fâcheuse tendance à être première partout. Et bien voilà, je suis la première femme politique.
être en garde à vue, mise en examen et sous contrôle judiciaire. C'est la vie. Maintenant, la justice fait son travail. Bien sûr. Mes conseils doivent faire leur travail. Et moi, je dois faire le mien de travail, qui est d'essayer de me faire réélire. Je vais aller à ces élections sans étiquette cette fois. Je suis allée comme socialiste. Je reste toujours une femme de gauche. Je vais sans étiquette. Et puis, ça arrange aussi sur le plan au niveau du territoire de Mayotte, puisque je ne suis pas soutenue. Et même si j'allais avec l'étiquette, ça aurait gêné un peu parce que je ne suis pas soutenue que par des gens qui sont en marche. Bonsoir Daniel Zaïdani. Bonsoir. Dans le micro s'il vous plaît. Désolé, bonsoir. Candidat justement pour les élections législatives dans la première circonscription. On a vu Ramlati Ali s'exprimer avec cette affaire judiciaire. Est-ce qu'on a une élection qui est encore une fois polluée par ces affaires judiciaires? Vous savez, on ne peut pas définir le calendrier des affaires. C'est ce que c'est, ça arrive. Justement, vous l'avez connu. Tout à fait, j'ai vécu cela, c'est pas facile, c'est pas évident. Je l'avais dit la première fois, je souhaite que ce genre de choses arrive à personne parce que très sincèrement, c'est une épreuve physique, psychologique, morale, affectif, important. Et ça nécessite d'avoir un caractère relativement fort pour faire face, surtout lorsque on est innocent. Vous pensez que cela, justement, vous a pénalisé, notamment l'année dernière, lors des dernières élections législatives, l'été dernier? Vous savez, forcément, lorsque ce genre de choses est étalé sur la place publique à un moment où vous vous présentez à la population, forcément, ça crée un doute. Le temps que la vérité se fasse, et elle viendra à un moment donné, cette vérité, mais elle viendra à un moment où ça n'intéressera plus vraiment personne. Vous voyez? Donc, quoi qu'il en soit, nous sommes aujourd'hui face à des élections. L'essentiel, c'est de ne pas perdre de vue ce qui nous intéresse, c'est-à-dire que les Mahorais aujourd'hui sont confrontés à des problèmes. Ces problèmes sont récurrents. On en discutait encore aujourd'hui. La grève d'aujourd'hui, mais les sujets sont les mêmes que l'année dernière, qu'il y a 2 ans. Je rappelle quand même qu'il y a eu une pétition qui a été rédigée, envoyée à Paris à la fin de l'année 2015 et qui a fait l'objet de plus de 12 000 signataires pour dire que Mayotte, ça ne va pas, il y a trop de violence. Mais quelque part, nous sommes tous conscients que l'insécurité, la violence, la dégradation de notre condition de vie, c'est simplement la partie visible de la réalité. Et la réalité, c'est celle que nous défendons et c'est celle que nous disons. Mayotte a besoin de moyens. Elle a besoin de moyens et d'un accompagnement fort, un accompagnement important de l'État. Entendre ce message à l'État? Déjà, premièrement, il faut que nos collectivités locales jouent également le jeu. Parce que lorsque nous parlons d'insécurité, notamment dans les transports scolaires, il est important que l'autorité qui gère la gestion des marchés des transports scolaires, à savoir le conseil départemental, prenne ses responsabilités. J'ai présidé le conseil départemental entre 2011 et 2015. Lorsqu'il y a eu des difficultés, des agressions, j'ai augmenté le nombre de médiateurs au sein des transports, ce qui a permis de ramener un certain calme, parce que ces médiateurs travaillaient aux abords des établissements scolaires et également dans les transports scolaires. Donc quelque part, ça permettait de canaliser l'énergie. Bien évidemment, je ne dis pas que la solution aujourd'hui, c'est celle que j'avais trouvée il y a 4 ans. Je pense qu'il y a aussi nécessité de faire appel non plus à des médiateurs, mais à des agents de sécurité. Ça, c'est une compétence que le Conseil général peut apporter pour rassurer les élèves, rassurer les transporteurs lorsqu'ils vont travailler, lorsqu'ils vont à l'école pour apprendre, du moins les élèves. De la même manière, vous voyez cette situation justement. De la même manière, je rappelle également que nous avions mis en place avec le comité du tourisme des emplois d'agents de sécurité sur les abords des plages, ce qui avait permis entre 2011 et 2015 de ramener une certaine quiétude sur les plages. Cela a été abandonné
Et aujourd'hui, on voit qu'il y a eu une flambée de ces agressions. Donc, on peut effectivement demander des choses à l'État. Mais il faut que lorsque nous sommes en responsabilité sur le territoire de Mayotte, on doit agir. On ne peut pas simplement, lorsqu'on est élu, profiter d'un mouvement de foule et dire « vous avez raison, il y a trop d'agressions ». Est-ce que vous trouvez que les élus, justement, sont unis ? On a un sentiment qu'il n'y a pas d'union. Non. Nous sommes aujourd'hui tous d'accord sur la situation du territoire. Je crois que là-dessus, nous sommes tous d'accord. Maintenant, il faut avoir le courage de dire les mots qu'il faut à qui il faut. Lorsque vous avez un gouvernement qui était socialiste, il y a encore quelques mois, et que le Premier ministre de l'époque avait annoncé une augmentation des forces de l'ordre, allant jusqu'à une mobilisation de 116 hommes, qui était prévue normalement pour septembre 2016. Vous voyez bien que 2 ans plus tard, 2 ans et demi plus tard, ces personnes-là ne sont jamais venues, ou ils ont à peine renouvelé le personnel qui partait. Donc vous voyez bien que l'engagement n'avait pas été tenu, et les hommes, lorsqu'ils appartiennent à un mouvement politique qui est également un mouvement politique national et qui gouverne, vous voyez bien que la langue est beaucoup moins facile à dire les choses. Donc je crois qu'à un moment donné, lorsqu'on est parlementaire, lorsqu'on est élu mahorais, élu par des mahorais, nous devons exclusivement se battre pour les mahorais. Combien de fois des élèves ont été agressés et combien de fois y a-t-il eu des réactions en local pour dénoncer ces agressions? Je vous rappelle par exemple, en septembre 2016, j'avais dénoncé par écrit, en faisant un communiqué, qu'il fallait qu'on améliore la sécurité au bord des établissements, notamment à l'époque c'était le collège de Chirongui qui subissait des agressions type ce que nous connaissons aujourd'hui, et pour autant ces moyens n'ont pas été déployés. Donc aujourd'hui, nous avons besoin sur le territoire de Mayotte d'élus qui s'engagent au quotidien, qui n'attendent pas forcément les élections pour pouvoir se prononcer. Moi, je n'attends pas les élections pour me prononcer. Je communique, j'agis, j'essaye de me faire entendre. Mais je le dis encore une fois, lorsque nous avons des responsabilités en local, on doit mouiller la chemise, tant bien même que ce que nous disons ne fera pas forcément plaisir aux autorités locales. En attendant, vous allez mouiller la chemise justement pour convaincre les électeurs de la première circonscription. L'été dernier, vous avez terminé 4e avec près de 13%. Comment comptez-vous rectifier le tir pour convaincre justement les indécis? Vous savez, nous sommes aujourd'hui confrontés à une nouvelle élection. Nous avons eu d'un côté un candidat qui a terminé en tête, qui a en tout cas remporté cette élection. Elle a eu 7 mois pour agir. Elle a eu 7 mois pour agir. Durant ces 7 mois pour agir, je ne pense pas, à mon sens, que le bilan est satisfaisant. Bien évidemment, bien évidemment, on ne peut pas dire qu'en 7 mois, on peut prétendre à mettre en place tout ce qui a été dit pour les 5 prochaines années. Mais je rappelle quand même que nous avons 2 députés. Et je crois que la population est en aptitude aujourd'hui de voir si les 2 députés sont de même niveau. Est-ce que vous allez justement dans ces élections avec un parti en ordre de bataille? Parce qu'on a cru voir dernièrement qu'il y avait quand même une indécision du côté de la direction par rapport à votre candidature. Je pense qu'il faut que nous avons voulu être clairs avec la population et avec les membres de notre parti. Oui, nous sommes un parti démocratique et oui, nous n'avons pas voulu imposer un diktat qui vient d'en haut. Alors, tout simplement, nous avons donné la possibilité aux voix intérieures de s'exprimer. Et à l'unanimité, sans aucune concurrence, j'ai été renouvelé pour défendre les couleurs du territoire. Et vous savez pourquoi? Parce que le pays va mal. Le pays va mal. Nous avons besoin aujourd'hui d'avoir une voix forte qui s'exprime en faveur de la population mahoraise. Nous avons besoin d'une voix forte qui s'exprime en continu. Et nous avons surtout besoin d'une voix forte qui parle pour les Mahorais et non pas pour le gouvernement. Parce que lorsqu'il y a une feuille de route qui est à dénoncer, eh bien, elle doit être dénoncée sans aucune ambiguïté. Il ne s'agit pas de dire nous allons laisser un parlementaire s'exprimer et les autres se taisent. Ensuite, moi je dois dire les choses clairement. Lorsque vous êtes un parti local comme le MDM, le parti auquel j'appartiens, nous avons là la liberté de langage. Parce que, disons les choses, nous voyons bien que dans les partis nationaux,
exemple le Parti En Marche, nous constatons que la langue, elle est quand même, reconnaissons-le, muselée. Combien de députés En Marche aujourd'hui sur le plan national ont été incriminés parce que ils ont communiqué sans autorisation. Vous voyez bien les règles. Pas de communication sans autorisation, avoir le même discours que le gouvernement, s'assurer que la contradiction ne se fasse jamais en public. Donc vous voyez bien que quelque part, être ou appartenir à un parti national ne permet pas d'avoir la liberté de dire les choses. Or, lorsque nous parlons de Mayotte, faut être clair, hein, nous allons parler de sujets qui fâchent. Je vous prends un exemple dernier en date. Là, par exemple, prochainement, nous allons aborder dans les jours qui viennent, la problématique de la rentrée scolaire universitaire. Nous voyons bien, par exemple, qu'à Mayotte, il n'y a pas suffisamment de place pour inscrire la totalité des bacheliers qu'il y aura à l'issue du baccalauréat de cette année. Et pour autant, tout élève qui ne sera pas inscrit sur le territoire de Mayotte aura peu ou très peu de chances d'être inscrit en métropole, parce qu'en métropole, nous allons prioriser les académies et les élèves issus de ces académies-là. Ça veut dire que si nous ne changeons pas la loi, si nous ne dénonçons pas la loi maintenant, la loi va s'appliquer et les élèves mahorais partiront ou obtiendront leur bac et auront très peu de chances de poursuivre leurs études en métropole. C'est pour cela qu'il faut avoir une langue libre pour pouvoir dire les choses. Et c'est pour cela que le mouvement départemental, le mouvement du développement de Mayotte a voulu envoyer un candidat qui sait ce qu'il a à faire à Paris parce qu'il sait qu'il travaille pour les Mahorais et non pas pour le gouvernement. Bon, on a pu entendre votre réponse. Je pose dans ma dernière question qui arrive. Projetons-nous. Daniel Zaïdani, député de la première circonscription de Mayotte, avec la majorité ou l'opposition? Moi, j'ai toujours été clair. Je suis centriste. Donc, maintenant, vous avez deux mouvements centristes, notamment le MODEM et notamment l'UDI. Il m'appartiendra à ce moment-là de me définir au sein d'un de ces deux partis. Merci Daniel Zaïdani d'avoir accepté notre invitation. Le reste de l'actualité locale de ce mardi dans les brèves de Pierre Bellucci et Leslie Vimenet. L'immigration continue d'alimenter l'actualité locale. Dimanche dernier aux alentours de 9 h du matin, la plage de Bandrakouni à Kanibé a été le théâtre d'une scène tristement banale. L'arrivée d'une embarcation de fortune chargée de migrants souhaitant s'installer à Mayotte. Quelques heures plus tard, des habitants ont découvert le corps sans vie d'un homme âgé d'une cinquantaine d'années. Ce dernier, qui est probablement décédé durant la périlleuse traversée, a été abandonné sur la plage. Les villageois ont alerté les secours, mais ce sont finalement les pompes funèbres qui ont dû se charger du défunt. Le corps a été transporté au CHM, mais les deux frigos de la morgue destinés à accueillir le corps étant déjà occupés, il a été envoyé dans le conteneur frigorifique en vue d'une autopsie ultérieure permettant de déterminer les causes exactes du décès. Un nouveau drame comme il s'en produit tant à Mayotte, sans pour autant que la situation n'évolue. Le conflit lié à la carrière de Kangani semble toucher à sa fin. En 2010, le tribunal a cassé le bail du carrier IBS qui occupait jusqu'alors un terrain appartenant à Frédéric Dachery, sans pour autant que l'expulsion ne soit ordonnée. En 2014, le tribunal de grande instance a condamné IBS à redonner tous ses bénéfices à Frédéric Dachery depuis 2010, soit 10 millions d'euros. Souhaitant profiter de la brèche, le groupe Vinci a tenté dès 2012 de racheter les 26 hectares à Frédéric Dachery pour 200 000 euros. Malgré des accords entre l'ancien maire de Koungou et Vinci, la vente ne sera jamais effective. En effet, depuis Frédéric Dachery est décédé et le 15 février dernier, la Cour de cassation a décidé de remettre la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant 2010. En clair, l'expulsion ne peut plus être ordonnée, comme l'a confirmé le Conseil d'État, et désormais IBS peut reprendre ses activités. Cela signifie par ailleurs que Vinci a acheté 26 hectares de terre à Frédéric Dachery pour 200 000 euros, mais qu'elle ne pourra jamais les exploiter. Et dès 10 h ce matin, le département a été placé en vigilance orage. En effet, des paquets pluvieux orageux sont remontés vers le nord en direction de Mayotte. Des averses localement marquées, accompagnées d'une activité orageuse, ont concerné l'ensemble du département jusqu'en fin d'après-midi. Comme à chaque épisode de ce type, les services des secours et de la sécurité, 17 et 18, ainsi que les maires sont prévenus afin qu'ils demeurent vigilants. En ce qui concerne les conseils de comportement en cas d'orage, la préfecture invite la population à se tenir au courant de l'évolution de la situation météorologique en écoutant les informations diffusées dans les médias.
Il convient en outre d'éviter d'utiliser le téléphone et les appareils électriques, de ne pas s'abriter sous les arbres, d'être prudent dans ses déplacements ou encore de tenir les enfants à distance des caniveaux, ravines et rivières qui peuvent à tout moment déborder. En économie, comment attirer des investisseurs dans une île qui peine à se faire voir positivement? Une question à laquelle tentera de répondre l'Agence de développement et d'innovation de Mayotte qui vient de lancer sa mission attractivité. La DIM, groupement d'intérêt public dont l'objectif est de favoriser la promotion, la valorisation et le développement économique du 101e département. Et ce matin, l'organisme tenait un point presse afin de présenter la structuration et l'élaboration d'une stratégie opérationnelle pour rendre Mayotte enfin plus attractive. Adèle Laurent. Comment rendre le territoire plus attractif? C'est à partir de cette question que la DIM a débuté sa mission attractivité. Première étape, la phase de diagnostic avec la mise en place de groupes de travail thématiques, mais aussi une enquête auprès des acteurs et des clientèles de Mayotte. Le but de cette démarche participative avec les acteurs, c'est de faire ressortir les valeurs du territoire, son identité en fait. Partir de ces identités-là pour après construire une stratégie d'attractivité. Faire un diagnostic qui nous dit voilà actuellement, l'attractivité du territoire elle en est là, par rapport à d'autres, on est un peu peut-être en deçà. Comment on fait demain pour travailler dessus, véhiculer une image, une visibilité de ce que représente Mayotte à l'extérieur. Cette phase diagnostic aura cours jusqu'en avril. Viendra ensuite la phase stratégie d'attractivité de mai à juillet pour une mise en œuvre des actions à partir de septembre 2018. Objectif, fédérer les acteurs autour d'un projet global de territoire. Ben Issa Ousseni nous donne quelques exemples d'actions concrètes qui pourraient voir le jour. Par exemple, créer une marque Mayotte qui permettra de vendre Mayotte. Fait aussi changer l'image du territoire. Au lieu de voir à chaque fois de la violence, de la délinquance, c'est que quand on tape un moteur de recherche à Mayotte, puisse voir les atouts de notre territoire. Voilà. On pourrait peut-être créer un spot qui vendrait ces atouts-là. Mais encore une fois, ce sont que des hypothèses pour l'instant. Il n'y a rien qui a été défini concrètement. Il ne s'agit pas d'une étude qu'on va mettre de côté, faire une synthèse et de dire qu'est-ce qu'il faut faire immédiatement, mais tout de suite, dès cette année, en pratique, pour changer l'image de Mayotte, pour rendre Mayotte plus attractive, aussi bien au niveau des entreprises, mais aussi au niveau des touristes. Population, monde économique, monde politique, la réussite de cette démarche de développement implique la participation de tous les acteurs de Mayotte qui seront sollicités. Mais pour que cela fonctionne à long terme, il faut aussi que l'offre soit à la mesure de la promesse faite. Capacité d'accueil limitée, offre territoriale insuffisante, capacité de fret faible, insécurité, grève. Le département accumule en effet les contraintes. Le directeur général de la DIM préfère quant à lui voir le verre à moitié plein. C'est vrai qu'il y a des contraintes. Il faudra qu'on travaille sur ces contraintes, qu'on les améliore, qu'on les réduise, mais surtout, travaillons sur les points forts. Les points forts, les appuis, par exemple, le lagon, la qualité des plages, la gentillesse des Mahorais, leur qualité d'accueil, ce sont des atouts extraordinaires. Mayotte a beaucoup à donner. Un travail de longue haleine et pour cause, améliorer l'attractivité du territoire est un projet à double facette. Une facette politique, puisqu'il faut donner une ambition pour le territoire, et une facette technique qui concerne la prise des mesures pouvant être appliquées pour favoriser cette attractivité. Tout un chacun a en tout cas un rôle à jouer pour contribuer à cette ouverture sur soi et sur le monde, qui sera source de retombées économiques et sociales positives pour le territoire. C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain 19h pour un nouveau chapitre de votre actualité. Belle soirée à tous sur Kwezi.